Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission exceptionnelle et sur un site qui ne l'est pas moins. C'est le cimetière américain de Neuville en Condroz, dans la commune de Neupré. Derrière moi, 5327 soldats, dont 792 inconnus, ou plutôt 792 soldats connus seulement de Dieu. C'est l'un des 14 cimetières américains de la Seconde Guerre mondiale établis en dehors des États-Unis. La plupart des soldats enterrés ici sont tombés lors de la terrible bataille des Ardennes, près de 6 mois après le débarquement de Normandie. Une bataille qui va définitivement faire vaciller Hitler et l'ensemble de ses armées. La particularité de cet endroit, c'est cet aigle américain, haut de plus de 5 mètres, qui surplombe 13 étoiles comme les 13 États fondateurs des États-Unis. Ce soir, nous allons suivre l'un des hommes clés de la victoire des armées alliées sur les troupes du Troisième Reich lors de la bataille des Ardennes, il y a exactement 70 ans. Ce soir, c'est sur les traces du général Patton que je vous propose de me suivre. Dans cette émission, nous découvrirons un général exceptionnel de la Seconde Guerre mondiale, le général Patton. C'était un fonceur et un type vraiment formidable. Un homme à la personnalité bien trempée, stratège hors pair, mais aussi être totalement imprévisible. C'est quelqu'un qui a le sens du destin. Il se dit « je suis ici pour faire quelque chose et c'est la guerre qui me permettra de le faire ». Nous suivrons son ascension de sa ville natale en Californie jusqu'au cœur des Ardennes belges. Nous vous emmènerons aussi en Normandie, à proximité des plages du débarquement, pour retrouver sa petite fille, Hélène Patton. Nous verrons comment la Belgique est entrée dans cette guerre et les événements terribles que sa population a vécus lors de cet hiver 44. La maison était occupée par les Allemands. Ils ont amené mon père et son frère, donc mon oncle. Saint-Vite, Malmedy, Stavelot, Bonnier, Neuville-en-Condroz, Bande, Bastogne, autant de localités qui ont gardé des traces innombrables, gravées à jamais dans le sol et dans la mémoire de cette région. Nous revivrons chaque jour de cet hiver 44-45 où Bastogne et ses environs sont entrés définitivement dans l'histoire du XXe siècle. Ce soir, nous vous emmenons sur les traces du général Patton et de la fameuse bataille des Ardennes. Je suis ici dans le quartier général de la fameuse 101e division aéroportée. Imaginez ces hommes qui sont allés jusqu'au bout de leur force, qui ont donné leur vie pour défendre Bastogne, alors encerclée par l'armée du Troisième Reich. Je suis devant la cave où a été prononcé le désormais célèbre Notz par le général Macauliffe. Notz en réponse aux Allemands qui lui proposaient de se rendre. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Jean-Louis. Alors on vient de le voir avec le général Macauliffe et son fameux Notz. Les généraux, Patton en particulier, ce sont des personnages qui ont un caractère bien trempé, mais aussi un discours assez fleuri. Oh oui, ça fait vraiment partie de la personnalité et de la réputation de Patton. Donc il est très direct dans ses discours, très franc aussi, d'ailleurs la plus célèbre. Oui, quand il a dit on ne vous demande pas de mourir pour votre pays, mais que les salauds d'en face meurent pour le leur. Exactement, c'est rustre. C'est efficace. C'est efficace, c'est brutal aussi. À côté de ça, il a cette personnalité aussi de quelqu'un de réfléchi, même de sentimental. Oui, c'est vrai, on dit de lui que c'est un poète amateur. Oui, d'ailleurs on le dit peu. Oui. C'est surtout le côté rassembleur de ses soldats, le fait que voilà, il a réussi à faire passer comme message qu'en étant à ses côtés, ils allaient avec lui marquer l'histoire.
Donc c'est une personnalité très très forte. D'ailleurs, il ne va pas se faire que des amis. Des commandants alliés ne l'apprécient pas toujours à sa juste valeur. Par contre, du côté des Allemands, là, il y a vraiment une autre estime. Ils voient déjà que c'est un adversaire redoutable. Voilà, une certaine fascination de la part des Allemands. Merci Alexandra, on va vous retrouver tout au long de l'émission. Et quant à nous, nous allons découvrir comment cet être charismatique et flamboyant, qui dit d'ailleurs avoir été guerrier dans d'autres vies, va asseoir définitivement sa légende lors de l'hiver 44-45. Regardez. 1934. Léopold III succède à Albert Ier, décédé accidentellement à Marche-les-Dames. Il aura la lourde tâche de gérer une des périodes les plus sombres de notre histoire, la montée du fascisme et l'entrée en guerre. En Belgique, dans les années 30, comme un peu dans tous les pays européens, il y a un développement des partis fascistes ou d'extrême droite. 1936. 2 partis d'extrême droite sont élus démocratiquement. En Flandre, c'est principalement le VNV et le Verdinazo, et en Wallonie, principalement Rex. Rex qui fait un succès phénoménal aux élections de mai 1936, 21 députés, 12 sénateurs. C'est à cette période que le roi et son gouvernement proclament la neutralité de la Belgique, mettant par conséquent sur un pied d'égalité la France, l'Angleterre ou encore l'Allemagne. Cette neutralité qui sera bafouée en 1940 par l'entrée des troupes hitlériennes en Belgique. Le 10 mai 1940, l'Allemagne faisant fi du statut de neutralité de la Belgique, envahit le royaume. C'est évidemment l'invasion de la Belgique en mai 40 qui va pousser la Belgique à s'opposer évidemment à l'invasion et à appeler à l'aide les Français et les Britanniques. Une Belgique qui avait pourtant réalisé des efforts de réarmement sans précédent. L'armée belge ne parvient pas à résister aux offensives allemandes, mais elle ne fait pas moins face que l'armée britannique ou l'armée française. Très vite, Léopold III se rend compte de l'incapacité qu'ont ses troupes à faire face à l'envahisseur. Il annonce, après une campagne de 18 jours, la reddition de son armée. Le gouvernement français et le gouvernement belge vont faire porter l'unique responsabilité de la capitulation sur la personnalité du roi Léopold. La capitulation, c'est pas glorieux, mais c'est la fin de la guerre, c'est le retour de la paix. Dans les premiers mois de l'occupation, le peuple est soulagé. Mais très vite, le climat change, la résistance s'organise. C'est le retour, après quelques mois d'exode vers la France, bien souvent. Et puis c'est partager le quotidien des Allemands par les réquisitions, par les surveillances, par devoir s'alimenter au quotidien. Les cartes de ravitaillement voient de nouveau le jour. C'est prendre position contre les Allemands pour certains, c'est vivre dans la résistance. En 1942, le travail est obligatoire. Beaucoup vont refuser et entrer dans la clandestinité. L'occupant allemand instaure aussi l'occultation. C'est l'interdiction de voir la moindre lumière qui s'échappe des habitations. Il faut fermer les portes, il faut mettre des rideaux, il faut fermer les fenêtres. Et puis, il y a le couvre-feu, il ne faut pas confondre. Le couvre-feu, c'est l'interdiction de se promener en rue entre 21h et 5h du matin. Et en cas d'action de la résistance ou en cas d'action des clandestins, eh bien, cette plage de couvre-feu était élargie par l'occupant allemand. Alors que le moral de la population est au plus bas, une rumeur court. Un débarquement aurait eu lieu en Normandie, l'espoir renaît. On aurait tendance à croire que la guerre était quasi gagnée dès lors que le débarquement en Normandie fut un succès en juin 1944. C'est le début de la fin de la guerre, en fait, parce qu'il faut encore libérer toute la France. Il fallut encore une longue année de combat pour que les armes se taisent définitivement et que le haut commandement allemand signe enfin l'acte de capitulation le 8 mai 1945. La bataille des Ardennes, qui se déroula pendant l'hiver 44-45, fut l'un des faits majeurs de la Deuxième Guerre mondiale. On dit souvent que c'est le dernier coup de dé de Hitler. Et donc pour lui, il y a un coup à jouer, et s'il y a un coup à jouer, c'est dans les Ardennes qu'il faut le jouer. Elle fut en effet le théâtre de combats sans merci, qui laissèrent sur le carreau plus de 65 000 morts ou disparus, parmi les civils, les Allemands et les Alliés, soit un bilan plus lourd que celui du débarquement. Le nombre exact n'est jamais connu parce qu'il y a des gens qui sont des soldats qui sont disparus, on n'a jamais retrouvé même la trace de cadavres.
La bataille des Ardennes, la dernière grande opération de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Ouest. La défaite du nazisme en Belgique va permettre aux Russes de contre-attaquer et de précipiter la chute du Troisième Reich. Patton joue un rôle clé dans ces événements, alors que rien ne le destinait au départ à se retrouver au cœur de ces combats. C'est quelqu'un qui a le sens du destin. Il se dit « je suis ici pour faire quelque chose et c'est la guerre qui me permettra de le faire ». Mais qui était réellement cet homme tant redouté par le camp adverse? Ce personnage haut en couleur, tout droit sorti d'un roman, ce militaire au grand cœur et au verbe facile, ce tacticien hors pair, toujours prêt à en découdre avec l'ennemi. George Smith Patton, né le 11 novembre 1885 en Californie. Une date qui aura une signification quelques années plus tard, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et il y a de grands ancêtres qui ont participé à la guerre de sécession, qui est vraiment la guerre par excellence aux États-Unis. Donc il est baigné dans cette ambiance de guerre. Il suit un enseignement fondé sur la littérature, dispensé par ses parents. Les traditions militaires coulent dans les veines de Patton. Donc déjà petit, il partageait des lectures concernant l'histoire, concernant les batailles aussi avec son papa. Il a une admiration profonde pour César, pour Hannibal, il a une admiration profonde pour Napoléon, et lui, son rêve, c'est de devenir, comme dans sa famille, officier et chef évidemment militaire. Il parle, outre l'anglais, le français, et lit même les œuvres classiques grecques et latines dans le texte. Il va être confronté à certains freins, et surtout au niveau de l'éducation. L'écriture est une grosse difficulté pour lui, il va rester fâché avec les mathématiques, et donc à un moment donné, il va se demander s'il ne devra pas renoncer à une vie militaire avec laquelle il pourrait marquer l'histoire. Grâce à cette boulimie de lecture, on peut dire qu'il a vaincu par lui-même sa dyslexie. Patton étudie à l'Institut militaire de Virginie. Il sort diplômé en 1909 de la très réputée Académie militaire de West Point en tant qu'officier de cavalerie. Excellent athlète, il participe aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912 et termine 5e du pentathlon. La même année, il rédige en France un mémoire sur les tactiques militaires les plus adaptées au bocage normand. Une Normandie que le destin va lui donner l'occasion de revoir dans d'autres circonstances. Lors de la campagne au Mexique, Patton livrera en 1916 un duel au pistolet. Son premier fait d'armes, c'est au Mexique, lorsqu'il y a des expéditions contre Pancho Villa, où là, il tue un des adjoints de Pancho Villa, et d'ailleurs, ça lui vaut un prestige considérable aux États-Unis. C'est à cette époque que Patton troque son arme réglementaire pour des Colts, une plongée dans la mythologie de la conquête de l'Ouest et des cow-boys. Effectivement, de cette période-là, il avait gardé l'habitude un peu extraordinaire, parce que c'est vraiment contre les règlements militaires, d'avoir une arme qui n'est finalement pas de l'armée. Rapidement, 2 Colts avec crosse d'ivoire l'accompagneront et jamais ils ne quitteront le général par la suite. Les 2 revolvers ainsi que son casque d'ailleurs font partie des artifices que Patton utilisait pour montrer une image forte de lui. 1917. Les États-Unis entrent en guerre et donnent au fougueux lieutenant-colonel Patton la possibilité de retourner en Europe. Patton s'embarque pour la France et là il va découvrir une nouvelle machine de guerre qui est le tank. Pendant l'entre-deux-guerres, il écrit des articles sur les tactiques des tanks des forces blindées, suggérant de nouvelles méthodes pour utiliser ces armes. À l'époque, on considère que les tanks sont uniquement un soutien de l'infanterie. Patton pense que ça pourrait être une arme autonome. Patton, qui a participé à la Première Guerre mondiale, savait très bien que les futures guerres, c'était des guerres de mobilité, donc avec l'utilisation de ce qui allait devenir le char. C'est Patton qui va avoir l'idée, puisque les chars consommaient beaucoup de kérosène, d'adosser des réservoirs de carburant à l'arrière des chars. C'est un risque énorme, une balle et tout explose, mais Patton considérait que le risque en valait la chandelle. Et puis il va créer aussi des chars avec des pièces de rechange et des mécaniciens à l'intérieur qui lui permettront de réparer les chars sur les lieux de combat. 1938. Patton intègre l'état-major du général George Marshall. Il va rejoindre là-dedans des officiers qu'il connaissait bien comme Bradley. Ils avaient suivi les mêmes écoles. C'est le début d'une irrésistible ascension.
1941. Alors que les États-Unis déclarent la guerre au Japon suite à l'attaque de Pearl Harbor, celui que l'on surnomme le vieux sang et tripes obtint le grade de général de division. C'était son surnom qui avait été donné par ses soldats, All Blood and Guts. C'était le résultat comptait d'abord. Déjà, on voit dans ces discours qui sont très grossiers et qui pourtant sont extrêmement appréciés de ces soldats. Il dit les choses brutes, il dit les choses vraies qui touchent. 1942. Il fait réellement ses preuves lorsqu'il prend le commandement des troupes terrestres destinées à débarquer au Maroc. Mais l'entente avec ses alliés britanniques n'est pas au beau fixe. Patton est un personnage assez atypique. C'est quelqu'un qui veut être le premier. C'est quelqu'un aussi qui ne supporte pas Montgomery, parce qu'il estime que Montgomery a vu lui voler la vedette. Il y avait une grosse différence entre les Britanniques et les Américains, où il y a beaucoup plus d'initiatives au niveau des Américains. Et Patton a vraiment exploité cet esprit d'initiative et ne s'est pas figé à des plans rigoureux. Ça lui permettait à ce moment-là d'outrepasser parfois les ordres, simplement parce qu'il interprétait cette initiative en sa faveur. Les Anglais ne comprennent pas un général un peu cow-boy qui porte 2 colts à crosse en ivoire au ceinturon. Heureusement, Eisenhower, général en chef des forces alliées en Europe, soutient son turbulent subordonné. Après l'occupation du Maroc, Patton, en coopération avec les troupes anglaises et françaises, commandées par le général Montgomery, obtient quelques semaines plus tard la reddition des Allemands en Tunisie. Ces derniers perdent 250 000 hommes au cours de cette campagne. Une véritable tragédie pour l'armée allemande. Patton est plus qu'un général parmi les autres. Il crée sa légende de son vivant. Et c'est vraiment au fur et à mesure qu'il va la construire. Il devient quelqu'un de très très important pour les services secrets allemands. 1943. Les Alliés sont désormais maîtres de l'Afrique du Nord, puis c'est la reconquête de la Sicile, avec le contrôle total de la Méditerranée. Patton, on le sait, avait un caractère bien trempé. Il est convaincu que l'image qu'il va refléter aura aussi un impact majeur sur ses subordonnés. Et donc il va y travailler. Et d'ailleurs on entend souvent des qualificatifs comme arrogant, vaniteux, autoritaire. Sa carrière faillit prendre fin en août 1943, quand dans un hôpital militaire, il gifle 2 soldats souffrant de troubles psychologiques. On pouvait comprendre que psychologiquement, la guerre n'était quand même pas quelque chose de facile à supporter. Il a été pris d'une fureur terrible en disant « renvoyez-moi ces couards au combat » et voilà. Il a dû présenter des excuses publiques et ça s'est su jusqu'aux États-Unis. Il fut déchargé de son commandement de la 7e armée et renvoyé en Angleterre. Mais du côté des Allemands, il reste une figure incontournable en cas d'invasion en Europe des Alliés. Les services secrets américains se disent là, il y a une carte à jouer. Pour cette raison, Patton est largement impliqué dans la fameuse opération Fortitude. On va faire prendre le commandement à Patton d'une armée fantôme. Avec des chars en caoutchouc gonflables, des camions pareils, des pièces en bois et aussi également un faux trafic radio. Une immense opération d'intoxication visant à faire croire aux Allemands que le débarquement aura lieu dans le Nord-Pas-de-Calais et pas en Normandie. Hitler lui-même a dit si Patton est là comme chef, c'est que les armées alliées vont débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais. Patton aura donc indirectement largement contribué au succès du débarquement en Normandie. Je suis ici en Normandie, à 25 km d'Utah Beach, 20 km de Sainte-Mère-Église. Bonsoir Hélène Patton. Bonsoir Jean-Louis. Nous sommes ici un petit peu chez vous puisque nous sommes dans la maison de la Fondation Patton que vous présidez. Et c'est ici, dans le Verger, qu'en juillet 1944, le QG de ce qui allait devenir la 3e armée s'est formé, la fameuse 3e armée du général Patton. Et tout ça s'est déroulé dans le plus grand secret. Oui, cela faisait partie de l'opération Fortitude, qui avait pour but de cacher aux Allemands où les Alliés allaient débarquer. Et comme le disait le général Patton, la seule chose que j'ai à faire ici, c'est d'être une arme secrète. Alors, vous ne l'avez pas connu. Quel écho avez-vous eu via votre père de celui que vous appelez encore aujourd'hui d'ailleurs Grandpa ?
It's what we call him Grandpa, Oui, je and I l'appelle never met him grand-père, obviously in my life. But I met so many veterans and obviously the legend from my Et puis bien family. sûr, il y We a were la légende exposed to familiale. his personal side. Nous avons appris à We learned connaître about sa his personnalité, dyslexia. sa We learned about dyslexie, his fears and ses his peurs, son growth parcours, and his progress. ses progrès. And one thing that I'd like to say J'aimerais is dire that que he's même known si to tout the le monde le world as blood and guts, but it was always sang his et tripes, secret wish to il be a known toujours as secrètement brains and souhaité qu'on guts. l'appelle And there's brains no and more guts, cerveau important et place tripes. than Et here, ici, c'est where l'endroit le brains plus and important guts où il a himself vraiment fait became appel à son cerveau et activated. ses tripes. Un des éléments marquants qui a eu un impact tout au long de sa carrière, c'est son langage fleuri et son caractère bien trempé. Yes, and you know he was Oui. known for Il était his connu pour ses swearing jurons and et his son foul langage language, Et aussi pour and he's l'incident des also gifles et quelques known autres for the erreurs. slapping incident and some of the mistakes that he made. Mais toutes But ces choses ont actually, fini all par of these tourner à son things avantage worked to plus his tard dans advantage son plan later stratégique. in the whole strategic plan. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi ce caractère, un caractère bien trempé? Et j'ai pu le constater, on se connaît un tout petit peu, vous avez de temps en temps aussi un vocabulaire un peu fleuri. Yes, I wouldn't be able to say half the Oui, things je ne I've pourrais said jamais in dire à la preparation for this télévision interview la on moitié des the choses que j'ai television. dites en préparation de cet entretien. Yes, Oui, Pattons are les allowed Patton to ont le swear. droit de jurer. Le général Patton a laissé des traces en Belgique, mais aussi au niveau de la stratégie militaire. Vous pouvez nous en parler? Well, yes, I mean, in Belgium Oui, was en where Belgique, il a obviously clairement connu his son heure de gloire. golden moment En came, fait, and c'était hopefully l'heure de the gloire de golden tout le moment monde. for everyone. In relationship Avec to notamment General le Macauliffe, général Macauliffe qui who défendait Bastogne was holding férocement. Bastogne fiercely. And, Le général qui a quand même prononcé le fameux Nuts. yes, absolutely. Well, we all know the story Oui, of absolument. Nuts. Nous connaissons But some tous people don't l'histoire de understand Nuts. that Patton was Mais working his certains own ne savent pas qu'à l'époque, Patton travaillait Christmas à sa prayer propre prière de to Noël pour get rejoindre to Bastogne. Bastogne. And, Il a réalisé and he que realized sans that une without the intervention help from divine, some de Dieu divine donc, source, il ne pourrait which would pas be percer God, les lignes allemandes. he wouldn't be able C'est to alors break qu'il a through. imaginé la So fameuse that's where he prière du developed the temps, weather prayer, the invoquant very une famous météo weather plus prayer. clémente. Étonnant aussi, c'est que sa stratégie s'applique aujourd'hui dans le monde des affaires aux États-Unis. Yes, there have been several books written Oui, about plusieurs livres ont the été Patton écrits sur les principles, as principes de they've now Patton. come C'est to comme be ça known. qu'on les appelle And aujourd'hui. actually brought Et some je vous for en you ai amené today. quelques-uns. These are his maxims that are being employed Ces in maximes sont businesses utilisées all partout around dans the le monde world. des affaires And, et certaines some sont of them are formidables. amazing. We've got À look propos des after the troupes, il a troops, par and he exemple actually says déclaré protect the troops protéger first. les The troupes. wishes of Les the souhaits des superior officiers officers are sont always toujours secondary. secondaires. They're wonderful pieces Il a of aussi donné advice, quelques such fantastiques as conseils the comme way to pour win is gagner, never il to ne faut lose. jamais perdre. Death can be La more mort peut exciting être than plus life. excitante que la Who vie. knows? Qui sait? Fear kills more La people peur than tue death, plus and de do gens not que take la mort. counsel of Et your fears. ne vous laissez pas guider I par think, vos peurs. highly recommended for C'est you, un for livre anyone recommandé who pour wants vous, to pour tout le monde. take Voilà. a bite out of life. Et ce sont des phrases qui s'appliquent évidemment bien au-delà d'ailleurs du monde du business. Et puis quel destin que celui de votre grand-père. 3 guerres, une au Mexique contre Pancho Villa, 2 guerres mondiales, 14-18, 40-45, et puis il meurt quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un banal accident de voiture. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de cet accident. D'aucuns pensent que c'est un attentat. Moi, ce que je voudrais ce soir, c'est votre sentiment. Well, my grandfather himself said this is a Mon hell of a grand-père way disait to die. lui-même, c'est une façon But de mourir à la con. so many factors are into Mais it. First of all, the tellement de accident facteurs report, entrent en from jeu. what I know from the person who has D'après it, ce que je says sais de la accident. personne qui détient le And rapport de that's l'accident, the way that we il always parle bien understood d'un it. accident. But through my life, Et to c'est comme include ça having a que nous spy l'avons come to toujours this very envisagé. living room about 20 years Mais ago tout au to long tell de ma me what vie, he plusieurs thought, éléments, I've notamment un gotten lots espion of qui a strands to débarqué dans ce indicate that it salon il y may a be 20 ans pour me something dire ce qu'il en with pensait, a m'ont porté à croire background qu'un acte of criminel n'était foul pas à play. exclure. We will possibly Nous ne le never saurons know, probablement but it's jamais, interesting. mais c'est And of course, intéressant. I've pieced Et bien together sûr, my own j'ai ma ideas. propre idée. Oui, mais alors c'est vrai qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Ah. Mais on peut quand même imaginer une chose, c'est qu'il allait quitter l'armée, en tout cas c'était dans ses intentions. Right. Des généraux allaient être éclabousés par ses écrits. On pense entre autres à Eisenhower, qui lui voulait devenir président des États-Unis, c'était en tout cas dans ses ambitions. Est-ce que tous ces éléments-là ne vous font pas penser que cet accident de voiture n'était pas qu'un banal accident de voiture?
Well, it's difficult. C'est Eisenhower and difficile my à dire. grandfather were good Eisenhower friends. et I mon mean, they had been grand-père in étaient school de bons together amis. at Ils West avaient été Point. à l'école ensemble So à it's West hard Point, to donc c'est implicate difficile Eisenhower. d'appliquer Eisenhower. I mean, maybe the lackeys around were interested in Peut-être getting que rid les of this larbins elephant autour in de a lui china avaient shop, envie as de we se say débarrasser in de cet English. éléphant dans un Because magasin he de was porcelaine, an parce qu'il est unpredictable resté guy to the imprévisible very end. jusqu'à la fin. Hélène, un petit mot aux Belges qui nous regardent ce soir et qui ont une admiration sans borne pour votre grand-père. Un petit mot en français. Cette magnifique voie de la liberté qui a commencé en Normandie 6 juin et maintenant nous sommes au fin à Bastogne. Je suis très très touchée, ma famille aussi, avec la chaleur de les jeunes qui admirent mon grand-père et qui admirent les troupes américaines et les forces alliées qui ont gagné la liberté. Merci Belge. Et merci à vous, Hélène Patton. Merci pour cette interview. Nous sommes à présent en décembre 1944 et c'est une offensive qui débute, qui va marquer l'histoire de la Belgique, la fameuse bataille des Ardennes. Après le débarquement de Normandie, Patton est placé à la tête de la 3e armée américaine et mène l'opération Cobra. Celle-ci permet la conquête de l'ensemble de la Normandie et ouvre la voie vers le cœur de la France. On attendra vraiment l'arrivée de Patton qui va débarquer en Normandie le 1er août 1944, qui va faire une percée jusqu'à Avranches-la-Seine. Et les Allemands vont progressivement se replier parce qu'ils vont être surpris par notamment toute cette force des Alliés. Patton fonce au point même qu'on le comparera à Rommel. Pourquoi ? Parce que Rommel, au début de la Seconde Guerre mondiale, on l'avait affublé de chef d'une armée fantôme tellement il allait vite et que même son état-major ne savait pas où il se situait. Il a coupé la France en deux. En 15 jours, il fait 1000 km quand même. Donc il a été extrêmement vite. Et là, il s'arrête parce que les lignes de ravitaillement ont commencé à s'étirer beaucoup. Le ravitaillement, c'était essentiel évidemment à cette époque. Comment est-ce qu'on compose une colonne militaire ? On met les soldats à l'avant et on met le ravitaillement, par exemple, essentiel à l'arrière. À court d'essence, l'offensive de Patton s'arrête le 1er septembre 1944 sur la Meuse, aux portes de Metz. Alors que Patton est arrêté, les Anglais, avec la brigade Piron, libèrent Bruxelles le 3 septembre 1944. Ce jour de la libération a été pour notre région vraiment des manifestations, des explosions de joie. Toutes les façades étaient couvertes de drapeaux américains, belges, anglais, français, etc. Cette libération n'était pas synonyme de fin de la guerre. Le lendemain, les troupes alliées libèrent Anvers et son port. Le plus important pour les troupes alliées, c'est la prise sans difficulté, sans grande difficulté, du port d'Anvers et de toutes ses infrastructures, grâce à la résistance locale qui a bien préparé cette capture, la brigade blanche, qui est la résistance flamande. Dans les jours qui suivent, les Allemands seront repoussés hors de Belgique. Les Alliés ne veulent pas permettre à l'ennemi de se ressaisir. Ils bombardent continuellement les villes allemandes pour affaiblir leurs industries militaires. Tous les jours, il y avait des groupes de centaines de bombardiers qui volaient pour bombarder l'Allemagne. Et la nuit, c'était la Royal Air Force, mieux équipée pour les bombardements de nuit. Donc, jour et nuit, il y avait des bombardiers en l'air. Et volant dans la direction opposée, les V1, donc les roquettes allemandes bombardant Anvers notamment, mais aussi surtout les villes anglaises. Une fois qu'on a entendu un V1 dans sa vie, on n'oublie jamais ce bruit-là. Volant très bas, on a très vite appris que le danger était quand le moteur s'arrêtait. Quand le moteur s'arrêtait, ça signifiait qu'il allait s'écraser. Pour réunir les moyens nécessaires à la préparation de l'invasion de l'Allemagne, le front a été dégarni dans les Ardennes, où seulement 4 divisions américaines tiennent 120 km de front. Les Ardennes étaient pour les Alliés un secteur de repos. Et c'est précisément via les Ardennes belges qu'Hitler va jouer son coup de poker pour reconquérir Anvers. Hitler sait très bien qu'il n'y a pas de solution pour l'Allemagne avec 3 fronts ouverts.
Donc il veut frapper un coup décisif, un coup décisif qui change le cours de la guerre. Il est convaincu qu'en enfonçant le front ennemi entre les unités de la 21e armée britannique et de la 12e armée américaine, il pourra prendre le port d'Anvers. Une situation qui forcera les Alliés à s'asseoir à la table des négociations. Lorsqu'il y a eu le débarquement de Normandie, les troupes, les soldats ont progressé très vite vers Anvers. Ils ont créé une cassure entre l'avant et l'arrière des lignes. Et les Allemands avaient bien compris qu'en coupant cette ligne, en empêchant le ravitaillement de remonter, eh bien, on aurait peut-être pu orienter la destinée de certaines batailles, et donc peut-être de la guerre en elle-même. Mais Hitler est conscient de la supériorité écrasante de l'ennemi dans le domaine aérien. Il prévoit donc de lancer son offensive pendant l'hiver. Il choisit un secteur où les Alliés ne l'attendront pas. En fait, le secteur où les Allemands sont passés en 14, en 40, le secteur des Ardennes. Pourquoi ? C'est un secteur boisé qui est fort peu propice au déploiement d'unités blindées. Il compte sur des brouillards fréquents dans la région à cette période de l'année qui vont clouer l'aviation alliée au sol. Les maréchaux von Rundstedt et Model doutent des chances de succès des plans grandioses imaginés par Hitler, mais finissent par se ranger derrière un Führer aux abois. Von Rundstedt n'est pas du tout favorable à cette attaque en Ardennes en plein hiver. Il pensait qu'on ne pourrait jamais rassembler le matériel et les hommes et les munitions et tout le train pour pouvoir faire une offensive de cette ampleur-là pour aller jusqu'à Anvers. On a peur d'informer Hitler, on a peur de lui donner la réalité de la situation. Et personne ne va s'opposer, personne ne va dire à ce moment-là que c'est complètement fou et qu'il faudrait renoncer. Hitler joue un va-tout, et je serais même tenté de dire joue un coup de superstition. L'ensemble des forces allemandes qui vont s'engager dans cette bataille se préparent. Quelques 250 000 hommes, plus de 600 chars et 1600 canons vont entrer en action. Dans leur rang, des unités harassées par les combats de l'automne ou inexpérimentées. Donc la problématique est surtout la formation, le remplacement d'équipage au niveau des unités plutôt que la production de matériel. L'Allemagne est toujours capable, même fin décembre 1944, de produire pas mal de matériel. Le secret absolu entoure la préparation de cette opération, celle de la dernière chance pour Hitler. « 16 décembre 1944, 8 heures. L'offensive allemande est lancée. Couverte par un allié de taille, le brouillard. Le 16 décembre, le matin, voilà, à l'horizon, des rayons lumineux qui apparaissent. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Une rumeur a commencé à circuler. Les Allemands vont revenir. Qui disait les Allemands reviennent, ils ramassent, ils tuent tout le monde, etc. Je te dis, qu'est-ce que c'est encore de ça? Effectivement, on a vu dans la grande rue remonter des gens à vélo, à pied, dans des charrettes tirées par des chevaux, etc. Exactement comme dans les films de guerre, sur un sidecar. Deux Allemands, assez sympas, ils ont donné des cigarettes à mon père. Ils parlaient français couramment. Ils ont dit « Nous avons promis de revenir, nous voici ». La bataille des Ardennes commence. La Wehrmacht va disposer dans les premiers jours de l'offensive de l'effet de surprise et d'une supériorité numérique importante. C'est un coup de surprise qui fonctionne relativement bien. Eisenhower et Montgomery ont négligé les informations recueillies par leurs propres services de renseignement. Les généraux américains ne savent pas si la contre-offensive des Ardennes est réellement une contre-offensive ou si c'est une opération destinée à leurrer notamment l'armée de Patton pour donner un grand coup d'arme. Dans un premier temps, les événements semblent donner raison à Hitler. Les unités d'intervention allemandes transpercent rapidement les lignes américaines et terrorisent à nouveau les civils. Le bruit des bottes quand les Allemands marchaient. Longtemps, je les ai encore entendus. Bang, bang, bang. Quand ils passaient en avion, j'étais comme ça. Le jour de l'arrivée des Allemands, mon frère avait 11 ans, j'avais 9 ans, nous sommes allés à l'école. Et je me souviendrai toute ma vie. L'instituteur était debout sur le seuil de l'école et nous a dit « N'ayez pas peur, mais retournez à la maison, vous allez revenir un peu plus tard. » Oui, nous sommes revenus presque 1 an plus tard. En fin d'après-midi,
Eisenhower et Bradley sont informés de l'attaque. À ce moment précis, ils ne se rendent toujours pas compte de l'ampleur de celle-ci, d'autant que le mauvais temps et surtout le brouillard empêchent les reconnaissances aériennes. Mais lorsque les unités de la ligne de front sont décimées, ils réalisent qu'ils ont largement sous-estimé la situation. Eisenhower demande le 16 décembre à Patton de libérer une unité blindée de sa 3e armée. Donc Patton à ce moment-là est en train de lancer une offensive dans la Sarre en direction de Francfort. À l'arrière du front, 2000 soldats allemands appartenant au commando Skorzeny s'infiltrent. Ils sont vêtus d'uniformes américains à bord de véhicules capturés pendant les combats. Des Allemands déguisés en Américains qui connaissaient parfaitement l'Amberloc, y compris le slang qui est la langue des gangs. Mais du coup, partout les Américains se disaient, il y a des espions partout. Et donc c'est vraiment des suspicions, se dire que est-ce que la personne face à moi est un allié, un frère d'armes, ou au contraire un ennemi. Les panzers se rapprochent dangereusement de la Meuse. S'ils parviennent à traverser rapidement le fleuve, Anvers sera à leur portée et le pari insensé d'Hitler pourrait s'avérer gagnant. 17 décembre, 1 millier de parachutistes allemands sont largués sur le plateau des Hautes-Fagnes, au nord de Malmedy. La colonne Piper fait de nombreux prisonniers. Les fanatiques SS devaient absolument réagir aux ordres. Et il fallait mener cette offensive avec brutalité. C'est ici, sur la commune de Malmedy, comme en témoigne ce mémorial américain, que 84 prisonniers alliés furent lâchement abattus par la première Panzer SS du sinistre lieutenant-colonel Piper. C'était le 17 décembre 1944. D'autres crimes de guerre sont perpétrés par cette même unité le même jour et les jours suivants. Bonsoir Sacha Daout. Bonsoir. Nous sommes à quelques mètres d'un carrefour stratégique appelé les 5 routes, 5 Points en anglais, et nous sommes devant le Bonnier 44 Historical Center, l'un des plus beaux musées de la bataille des Ardennes. Bataille des Ardennes qui a failli basculer, en cause le ravitaillement. Oui, parce qu'on connaît l'importance des chars pendant la bataille des Ardennes. Or, un char, ça consomme énormément. 1000 litres en moyenne pour les chars allemands pour 100 km, la moitié pour les chars alliés, mais ça fait tout de même beaucoup. Les Allemands qui espéraient pouvoir se ravitailler en piquant les réserves des Alliés. Et c'est très dangereux en période de guerre de tabler sur d'hypothétiques victoires. Les Allemands sont même passés, figurez-vous, à 1 km d'une réserve de 10 000 jerrycans de carburant. Les Américains, les sentant venir, ils ont brûlé ces litres de carburant qui auraient pu permettre aux Allemands d'avancer plus vite, d'avancer mieux, et donc peut-être de donner une autre issue à cette bataille. Merci Sacha Daout. Quant à nous, nous sommes le 17 décembre 1944. Les troupes US viennent d'apprendre le massacre de Bonnier, ce qui va les galvaniser. Ça n'empêche pas la première Panzer SS du lieutenant-colonel Piper de continuer son avancée. Il est aux portes de Stavelot. Ce massacre de Bonnier galvanise les troupes américaines. Alors que la colonne Piper arrive devant Stavelot, l'infanterie US composée de jeunes recrues résiste comme elle peut un Saint-Vite. Très vite, suite à l'avancée allemande, les Alliés se rendent compte que Bastogne constitue un nœud stratégique. C'était un nœud de route de communication entre la route qui va d'Arlon jusqu'à Bruxelles finalement et la route qui allait, vers Liège, donc c'était un carrefour important. Dans la soirée du 17 décembre, les 82e et 101e divisions aéroportées reçoivent leurs ordres de mouvement et quittent Reims pour rejoindre le plus rapidement possible la région de Bastogne. Ça s'est joué à quelques heures. Si la 101e Airborne arrive trop tard sur place, c'est terminé. Le 18 décembre, la percée allemande continue. La colonne Piper prend Stavelot. Elle s'engage dans la vallée encaissée de l'Amblève, prend la Glaise et s'avance maintenant vers Stoumont. Nous avons été complètement occupés. Quand je dis complètement, nous avions des Allemands depuis la cuisine jusqu'au grenier. On s'est retrouvé à descendre dans la cave à une vitesse grand V'. On va vivre un petit peu
comme des robots, accrochés à mes parents et à mon papa en particulier. On ne sentait pas ce qui allait arriver. On ne sentait pas si on allait être libéré. On ne sentait pas si ça allait finir. Et c'est affreux pour un gosse de 12 ans de vivre ça. Au 3e jour de l'offensive allemande, les Panzers ont réussi une percée de 30 km derrière les lignes alliées. Mais les routes étroites et sinueuses des Ardennes sont beaucoup moins praticables qu'elles ne l'étaient au printemps 40. La boue et la neige ralentissent les unités blindées. Leurs réserves de carburant commencent à s'épuiser. Le relief est problématique, c'est pas un endroit où on sait faire passer énormément de matériel. Les routes sont encore moins bonnes que les routes d'aujourd'hui et le temps est véritablement exécrable. Au nord, Sepp Dietrich voit sa progression ralentie. De nombreux ponts stratégiques sont dynamités par les Alliés. Il est ralenti par la résistance américaine. Il ne s'attendait pas du tout à ce que les troupes américaines résistent. Au sud, von Manteuffel reçoit la mission de capturer Bastogne, défendue par plusieurs unités, dont la fameuse 101e division, tous sous le commandement du célèbre brigadier général Macauliffe. Vu la résistance de ses troupes, 9 divisions allemandes sont lancées à l'assaut de la ville. 19 décembre, Eisenhower convoque les principaux commandants alliés du front de l'Ouest pour élaborer une stratégie visant à repousser l'offensive von Rundstedt. Tous les grands chefs ont une réunion à Verdun. Où là, Eisenhower est très très mal à l'aise, il essaye de faire de l'humour mais ça ne marche pas. Tout le monde se rend compte que l'armée américaine est acculée et Patton, lui, avait déjà imaginé un plan, c'était de faire pivoter ses troupes de 90 degrés pour aller libérer notamment Bastogne et pour briser le saillant. La 3e armée, c'est plusieurs corps d'armée, donc c'était des milliers d'hommes quand même. Et on lui demande, mais en combien de temps êtes-vous capable de faire pivoter alors 3 divisions ? Patton répondra 3 jours. Sceptique, Eisenhower ordonne à Patton d'attaquer à l'aube du 22 décembre avec au moins 3 divisions. Une fois l'entrevue terminée, Patton téléphone à son état-major pour donner le nom de côte. Il avait imaginé plusieurs opérations et alors qu'il est encore à Verdun, ses armées commencent à pivoter et vont monter vers le nord pour libérer Bastogne. Malgré les routes gelées, l'attaque de Patton aura lieu dans les 3 jours annoncés. Une partie de ces hommes que Patton allait secourir était ici, à l'entrée du bois Jacques, à proximité du petit village de Foix. Entre le 18 décembre 1944 et le 13 janvier 1945, ces soldats de la 101e division aéroportée ont creusé leur trou de fusillés pour défendre Bastogne, encerclée par plusieurs divisions ennemies. Ces hommes d'un courage exceptionnel ont dû vivre dans des conditions effrayantes. Moins 28 degrés, peu de nourriture, peu de munitions, des attaques ennemies incessantes et surtout, pas de soins médicaux. 240 au départ, ils ne seront plus que 63, un mois plus tard. Ce terrible calvaire prit fin lors de la prise du village de Foix. Des traces de cette bataille sont encore visibles sur certaines maisons du village, mais également dans ce bois Jacques, où des trous d'hommes, appelés également Foxhole, sont encore visibles aujourd'hui. Retour au cœur de la bataille des Ardennes, nous sommes à quelques jours de Noël. L'avancée allemande continue. À l'arrière de l'armée régulière, la Gestapo et les SS s'acharnent à éliminer les poches de résistance, souvent plus imaginaires que réelles. À quelques kilomètres de Bastogne, à Neuville, 8 habitants seront fusillés suite à un hypothétique transistor retrouvé dans le clocher de l'église. Tout ce que je sais, c'est ce que ma mère m'a raconté. Elle m'a dit, on était dans la cave, il y a des soldats qui sont venus. Ils ont amené mon père et son frère, donc mon oncle. Et elle n'a plus de nouvelles dans le courant de la journée. Mon grand-père était pris dans la cave avec d'autres personnes et il était exécuté sans raison en fait. Voilà, c'était sans raison. Le soir, le village a été bombardé. Elle a dû s'enfuir en nous emmenant avec elle en toute vitesse. Et ce n'est qu'une dizaine de jours après qu'elle a appris ce qui s'était réellement passé. Donc ils avaient été fusillés avec d'autres otages et que leur corps était resté
sous la neige. Personne n'avait osé bouger pour aller les chercher. C'était des soldats qui parlaient parfaitement le français, qui ont commis ces actes barbares à Neuville, les mêmes peut-être ou sans doute qui ont commis ces actes dans d'autres endroits de la région, notamment dans le village de Bande quelques jours plus tard. Ça a fait dans le village, un village d'une 50aine de maisons, moins de 200 habitants, très orphelin. La progression des Allemands continue. Pour faciliter leurs offensives vers la Meuse et Anvers, Saint-Vith et Bastogne constituent des carrefours stratégiques. Les Américains savent qu'il est impératif de les tenir aussi longtemps que possible pour gêner les mouvements allemands. Pour le général Bradley, l'équation est simple. Plus les Allemands s'acharnent à les capturer, plus ils devront ralentir le rythme de leur offensive. À Saint-Vith, hélas, les Allemands attaquent en force et prennent la ville le 21 décembre vers minuit. À Bastogne, les Américains résistent. Les Américains, avec le peu d'armée qu'ils avaient su fortifier Bastogne. Bastogne est encerclée par 45 000 soldats allemands. La dernière route qui mène à la ville est coupée le 21 décembre. 18 000 soldats américains et 2 500 civils sont coincés. C'était épouvantable. Le bruit de canon, le bruit de grenades, d'obus et de tous les engins. Pourquoi? Parce que les Américains étaient à 1 kilomètre et tiraient sur nous, et les Allemands ripostaient de la colline. Dans la zone qui est encerclée, les gens se cachent dans les caves, se protègent, etc. C'est majoritairement comme ça là que ça se passe. Il fallait déjà se nourrir. Alors naturellement, chacun avait ses réserves d'hiver, puisqu'on est dans une région de culture. On a couché sur le tas de pommes de terre qui avait les betteraves dans la cave. Alors est venue s'ajouter notre famille. Et 2 familles d'abord qui habitaient dans les maisons au-dessus, qui n'avaient pas de cave non plus. Ils sortent durant la journée pour essayer de trouver à manger, aller rechercher ce qui peut encore l'être, aller nourrir le bétail, des choses comme ça. Tout en priant beaucoup. Quand le curé ne venait pas faire une bénédiction générale de... C'est le brigadier général Macauliffe qui a le commandement de toutes les unités encerclées qui doit faire face à l'attaque allemande. Le 22 décembre, les Allemands imaginent qu'ils peuvent prendre la ville sans qu'une seule cartouche ne soit tirée. 4 émissaires arrivent par la route d'Arlon avec un drapeau blanc. Et un message rédigé en anglais et en allemand destiné au commandant des troupes américaines. Et ce message va arriver ici, dans cette caserne, où Macauliffe a son PC qui est déployé et va être présenté à Macauliffe. Ce message demande la reddition de la garnison de Bastogne. Les réponses fusent. Ce sera le célèbre Nuts, aller en enfer. Au début, les Allemands ne comprennent même pas le sens de la réponse. Ils se demandent si c'est positif ou négatif. Au sud, le 22 décembre à 6h, sans attendre l'arrivée de toutes ces unités, Patton démarre sa contre-attaque en direction de Bastogne et demande à son aumônier de faire une prière pour que la météo change enfin. Mais Bastogne, pour les Américains, ça renvoie à un mythe, ça renvoie à leur propre histoire, c'est celle de la conquête de l'Ouest. Alors le schéma il est le suivant, on a la 101e Airborne qui est à Bastogne, imaginons que ce soit les colons, on a autour les Indiens, ce sont les Allemands, et on va voir la cavalerie héroïque qui va arriver libérer les pauvres assiégés. Et la cavalerie, c'est quoi? Ce sont les chars et c'est Patton. Le 23, par miracle, le temps s'éclaircit. L'aviation alliée passe à l'attaque. Cette météo plus clémente permet à 61 planeurs de ravitailler la ville en munitions et en vivres. Donc double espoir, d'une part, Patton nous annonce qu'il vient, deuxième espoir, on commence à recevoir des colis du ciel. Les unités de Patton progressent lentement sur la route de Martelange-Bastogne, mais malgré tous leurs efforts, ils restent bloqués le 24 décembre à 10 km au sud de la ville encerclée. Mais si l'espoir renaît, les exactions et les massacres ne connaîtront pas de trêve de Noël.
Voilà pour la situation des troupes la veille de Noël. Dans le village de Bande, à 10 km de marche en Famenne, le 24 décembre 1944, d'autres troupes spéciales allemandes fusillent 34 personnes en représailles d'actes de résistance. Un mémorial célèbre ce crime de guerre le long de la Nationale 4. La période de Noël n'aura jamais été autant synonyme de désolation. Les 23, 24 et 25 décembre, Malmedy est bombardé par erreur par l'aviation alliée, faisant de nombreuses victimes civiles et militaires. Nous sommes à présent le 26 décembre et l'aviation continue ses sorties. À Bastogne, les ravitaillements par air continuent, notamment avec ces fameux planeurs qui parviennent à atterrir tant bien que mal. Ils débarqueront même une équipe de chirurgiens. Le 26 décembre, 16h45, l'avant-garde de la 4e division blindée américaine parvient à réaliser la jonction. Le cordon qui entoure Bastogne est percé à hauteur de Hasnois par la 4e division blindée, composée de quelques chars, quelques half-track, commandés par le lieutenant Boggess. Le couloir est extrêmement étroit et les combats sont terribles pour tenter de l'élargir. Les villages aux alentours vont payer vraiment le lourd tribut parce que ça va être du corps à corps bien souvent pour récupérer chaque village que les Allemands tenaient. Nous sommes sortis et 200 mètres plus haut se trouvaient 2 chars américains qui lançaient des cartouches incendiaires sur la maison. Et là, au-dessus de la toiture, il y avait des flammes d'une dizaine de mètres et la maison était en feu. Pour protéger son armée, il y avait une seule possibilité, c'était de brûler les bâtiments ou c'était de les détruire. À 17h, pourquoi est-ce qu'il fait très clair? Parce que tout brûle. 27 décembre, un convoi d'ambulance parvient à évacuer des blessés. On a pu sortir de Bastogne quand Patton a envoyé ses troupes avec notamment le team Boggess, First in Bastogne. Le général Taylor remercie et félicite McAuliffe avant de reprendre le commandement. Les jours suivants, la situation s'améliore. Munitions, équipements chauds, cigarettes et même, avec un peu de retard, la fameuse dinde de Noël tant attendue arrive dans la ville. 30 décembre, la 5e armée allemande lance une attaque importante pour essayer de couper le corridor vers Bastogne. La voie étroite va s'élargir progressivement. Les Allemands vont continuer à attaquer jusqu'au Nouvel An en réinjectant des restants de troupes, un peu tout ce qu'ils pouvaient trouver pour essayer de refermer la tenaille de Bastogne. Hitler décide de concentrer le gros de ses forces sur Bastogne et il veut à tout prix prendre Bastogne, qui est devenu plus symbolique que stratégique à partir de ce moment-là. Mais c'est encore un échec et Hitler doit reconnaître qu'Anvers ne peut être atteint et change d'objectif. Il décide d'engager toutes ses forces vives dans le but de détruire les forces alliées dans les Ardennes. Début janvier 1945, les conditions météorologiques sont épouvantables. La neige est abondante et la température est tellement basse qu'il faut faire tourner régulièrement tous les moteurs pour que l'huile ne gèle pas. On a souvent comme témoignage, c'est les pieds gelés. Donc à un moment, l'Américain il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et l'Américain il a dit, là ici, j'ai plus le choix. Je dois absolument défendre mon territoire pour pouvoir rentrer chez moi. Ça passe ou ça casse. C'est dans ces terribles conditions que Montgomery démarre la contre-attaque le 3 janvier 1945. On a là l'intervention de l'artillerie lourde britannique, américaine et surtout l'arrivée des avions qui vont écraser la percée qui était la plus lointaine, c'est-à-dire aux alentours d'Othon, de Celle, voire même aux limites de Dinan sur la Meuse. La jonction avec la contre-attaque de Patton, qui a commencé 12 jours plus tôt, est prévue dans la région d'Oufalise.
Bastogne une fois libérée, il ne restait plus à Patton et à Montgomery, qui ne s'aimaient pas beaucoup dans la vie, mais ils avaient fait fi de leurs différences, à se rejoindre donc à Oufalise. La jonction a lieu le 16 janvier. À partir de ce moment-là, le combat est perdu, est terminé pour les Allemands qui vont encore résister jusqu'à la fin du mois de janvier. Le 24 janvier, Saint-Vite est repris. Et Eisenhower, dans son communiqué du 28 janvier 1945, dit à peu près ceci: « Maintenant que la bataille des Ardennes est terminée, nous pouvons envisager de mener la campagne d'Allemagne. » Le 30, les Allemands sont rejetés au-delà de leur ligne de départ. Les Ardennes belges sont libres, mais la reconstruction de la région sera lente. Après la bataille des Ardennes, on a évidemment, comme tout le monde en Belgique, découvert les camps de concentration, les camps d'extermination, les crimes commis pendant la bataille des Ardennes. Ce que je garde de cette période, c'est la peur, le froid et la faim. Ça, c'est quelque chose qui me poursuivra jusqu'au dernier de mes jours. Tout était cassé. Alors, on a commencé par mettre des planches à toutes les fenêtres. Nous sommes restés 7 ans dans un baraquement en bois avant d'être construits. Naturellement, l'État belge ne sait pas fournir les indemnités de dommages de guerre à l'ensemble des sinistrés directement, puisque c'est une somme qui est vraiment colossale. Dans mon village, je sais que plusieurs personnes ont perdu la vie par les mines oubliées ou par des engins explosifs, parce qu'il en est resté énormément. Tous les enfants d'orphelins avaient un parrain ou une marraine américaine. Et donc nous recevions régulièrement une lettre et des colis de familles américaines qui, donc en plus d'avoir envoyé leur fils se faire tuer sur le continent européen, prenaient en charge des orphelins, et en particulier des orphelins de la bataille de Bastogne. Derrière cette souffrance immense, derrière ces drames humains qui se sont déroulés durant la bataille des Ardennes, il y a aussi toute une série de belles histoires, et heureusement, qui ont pu naître d'amitié, d'amour, peut-être pour certains d'ailleurs aussi, entre les Américains, les soldats américains, la population locale, en créant des liens qui sont très très forts encore aujourd'hui et très très présents. Le plus émouvant est un premier retour d'un vétéran qui n'est jamais revenu ici, un premier retour d'une famille qui revient sur une tombe d'un parent enterré ici. Ils arrivent avec un sentiment énorme de tristesse, d'émotion, et en général ils repartent soulagés. Le nom de Patton est désormais associé pour toujours à ce qui restera comme l'une des plus belles victoires des Alliés sur l'armée du Troisième Reich. Cette victoire n'a pu se faire que grâce aux soldats alliés qui, dans des conditions extrêmement difficiles, ont rempli leur mission avec courage et avec la conséquence pour beaucoup, d'y laisser la vie loin de leur terre natale. Nous sommes au Marnasson, à côté du Bastogne War Museum, et c'est ici que la population belge témoigne de sa reconnaissance envers ces milliers de soldats américains tombés loin de chez eux. Sa forme en étoile rappelle le signe distinctif des troupes alliées durant la campagne de libération et évoque bien entendu le drapeau américain. Olivier Dalloz, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale en Europe aux Américains, deux noms arrivent directement à l'esprit chez eux, c'est la Normandie et Bastogne. Effectivement, c'est ce qu'on nous dit aussi, et ça se ressent dans les fréquentations touristiques, puisque rien que sur Bastogne, la troisième clientèle étrangère, ce sont des Américains. Alors, on a consacré cette émission à Patton, à la bataille des Ardennes. Que représentent géographiquement, entendons-nous bien, les Ardennes de cette fameuse bataille ? C'est l'Ardenne ou les Ardennes géographiques, donc qui démarre avec les Ardennes françaises, l'Ardenne belge au singulier, qui couvre la province de Luxembourg, une partie de la province de Namur, la province de Liège, et c'est aussi l'Ardenne-Eifel allemande, de l'autre côté de la frontière. Alors aux États-Unis, quand on parle de la bataille des Ardennes, ils le traduisent par Battle of the Bulge. Oui, et c'est bien Bulge, qui est un terme qui veut dire proéminence, promontoire. Ne pas oublier que cette bataille est avant tout la bataille de la contre-offensive allemande qui essayait, au travers de l'Ardenne, de reprendre le dessus sur les troupes alliées. Quelles sont les traces
touristiques laissées par cette bataille? Alors, elles sont très très nombreuses, à commencer par la Voie de la Liberté, qui démarre en Normandie et dont la dernière borne se trouve à quelques mètres d'ici, au pied du Mardasson. Et puis, il y a énormément de musées. Le Bastenois Muséum, qui a été inauguré en mars dernier et que je recommande à tout le monde de visiter. Parce que il est absolument magnifique, on est bien d'accord. Oui, il permet vraiment de revivre et de prendre la dimension de ce qu'était cette bataille. Et puis, un certain nombre d'éléments aussi. Il y a Bastogne, il y a plusieurs musées autour de Bastogne, mais tout ça remonte jusque dans les cantons de l'Est et la province de Liège, avec là aussi notamment le musée Bonnier 44 qui est à visiter. Et puis, il y a les commémorations et ça débute ce soir. Donc, ce 12 décembre est inaugurée une exposition au Bastenois Muséum appelée Texas Aggies, qui nous apporte des pièces venant directement de l'Université du Texas et qui raconte l'histoire de 5 jeunes universitaires américains, leur vie avant le conflit, Pearl Harbor, leur implication dans le conflit et ce qu'ils vont vivre ici. Certains n'en reviendront pas. Ça, c'est l'inauguration aujourd'hui. Un son et lumière sur le Mardasson dans quelques minutes. Et puis demain, des défilés, dimanche également, dont un défilé avec des véhicules militaires. Et ce samedi, la présence royale. Olivier Dalloz, merci. Merci. Et puis nous allons découvrir ce que les Américains ont laissé en Belgique, d'autres traces qu'on appelle The American Way of Life. Regardez. La guerre n'a pas apporté que tristesse et désolation. Elle a aussi modifié le mode de vie des Européens. L'arrivée des Américains dans les campagnes, et en particulier ici en Ardennes, produit un choc époustouflant. L'arrivée des Américains, ça c'est vraiment le grand souvenir dans ma vie parce que nous avons passé des heures et des heures le long des routes à applaudir les soldats américains qui jetaient des chewing-gums, du chocolat, des biscuits. Chaque soldat américain disposait dans sa ration de survie d'un étui dans lequel on retrouvait quelques cigarettes, des chewing-gums et des dosettes de Nescafé. Des produits que les boys, comme on les appelait, ont largement partagés avec les populations locales. On a vécu à l'américaine, si vous voulez. Ce fut ensuite l'arrivée du Coca-Cola, des jeans, des t-shirts et des légendaires Ray-Ban, premier fournisseur officiel de l'armée américaine. Il y eut aussi les préservatifs ou encore le stylo à billes, qui permettait aux pilotes de la RAF et de l'US Air Force d'écrire et d'annoter leurs cartes en altitude. Ne fût-ce que dans le monde agricole, beaucoup de fermiers de la région vont par exemple acheter des Jeeps Willys comme premier élément de traction motrice dans leur campagne. Cette masse de produits transforme complètement le quotidien des Belges. Le plan Marshall évitera aux États-Unis la récession, permettra à l'Europe de se reconstruire et favorisera l'importation de ces produits américains qui, depuis, n'ont plus quitté le vieux continent. The United States is the only country in the world today which has the economic power and productivity to furnish the needed assistance. L'influence des États-Unis ne s'est pas arrêtée à ces produits. Patton et de manière plus générale, les GIs ont imprimé leur style de vie à l'Europe tout entière. La dégaine aussi américaine est quelque chose qui frappe la population belge, habituée quand même malgré tout à être relativement stricte, en tout cas en public. Disparu tragiquement à la sortie de la guerre, Patton ne sera pas le témoin de ces États-Unis qui viendront largement en aide financièrement à une Europe exsangue. Nous sommes dans un bar reconstitué pour nous faire part en fait de ce qui vous a le plus marqué dans cette fameuse épopée. Alors vous Alex, dans cette fameuse bataille des Ardennes, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est surtout toutes les émotions, on a pu le voir tout au long de l'émission, les émotions sont encore très très présentes au niveau des vétérans. À mon sens, ça vient de la grande différence. Pour la première fois, c'est une guerre où
même en dehors des champs de bataille, on risque sa vie. On est continuellement sous stress, avec le risque d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et ce sont autant d'éléments qui peuvent engendrer des traumas, de stress post-traumatique par la suite. Donc on a l'exposition en continu, on a les cadavres qui sont très impressionnants. En cas de bombardement, cette onde de choc qui nous transperce carrément. C'est vraiment autant d'éléments qui peuvent amener un traumatisme. Alors pour nous donner un ordre de grandeur, on peut envisager qu'un tiers va pouvoir vivre normalement après coup, bien qu'il y aura des cauchemars à coup sûr. Un autre tiers va vivre, mais avec quand même des périodes de dépression, de grand stress. Et puis un dernier tiers aura beaucoup de difficultés à fonctionner sereinement dans la vie de tous les jours. Donc, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette idée que le combat ne s'est pas terminé à la fin de la guerre. Le combat pour ces vétérans, elle est encore au quotidien et encore présent aujourd'hui. Et j'imagine que ce n'est pas innocent de parler du stress post-traumatique dans une émission consacrée à Patton. Non, parce qu'il n'y croyait pas. Il y a eu d'ailleurs 2 situations où il a giflé 2 de ses soldats qui exprimaient les symptômes d'un stress post-traumatique. Alors vous, Sacha, ce qui vous a le plus marqué, ce sont les commémorations, entre autres, celle de Bonnier. Oui, cela fait partie de l'indispensable devoir de mémoire. Pas question de reconstitution à caractère un peu malsain ou morbide, on ne s'amuse pas à tirer sur des gens. On entretient ce devoir-là, on entretient l'émotion dont parlait Alexandra. C'est très très important, tout simplement parce que cette émotion-là doit rester pour ne plus jamais avoir à revivre ça. Ces commémorations, ces reconstitutions, tout comme celle de Waterloo, sont importantes évidemment pour tous ceux qui y participent parce qu'il s'agit, outre le fait de s'imprégner d'un rôle, tout simplement de participer à des événements historiques pour mieux les comprendre et mieux les appréhender. Et surtout espérer que ça ne se reproduise jamais. Olivier Dalloz, ce qui est marquant, c'est qu'aujourd'hui, et on ne quitte pas trop le thème de Sacha Laout, c'est qu'on peut revivre cette bataille des Ardennes en suivant ses traces. Oui, tout à fait. Mais en plus, ce qui est très impressionnant et en termes de devoir de mémoire, vous avez sur l'ensemble de la zone de ce qu'on a appelé la bataille des Ardennes, il y a 200 localités qui ont gardé ne serait-ce qu'une stèle, un monument, et puis sans parler des très très nombreux musées, dont ceux développés par des bénévoles qui évoquent et permettent d'aller revivre un peu cette partie de l'histoire. Et bon, suivre les traces, il y a notamment une toute nouvelle carte qui vient d'être éditée en collaboration province de Luxembourg, province de Namur, province de Liège, canton de l'Est, et aussi Grand-Duché de Luxembourg, justement, qui permettent de retracer avec notamment 7 circuits complets, dont un sur les traces des troupes de Patton. Voilà, et puis plus d'infos sur le site de Wallonie-Bruxelles Tourisme, www.belgique-tourisme.be. J'espère que j'ai été complet. Et puis en ce qui me concerne, je vous propose le 2e bouquin de la série Sur les traces de. Vous allez partir donc forcément sur les traces de Patton. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir et je vous dis à très bientôt. Et Patton, lui, il n'a pas voulu être enterré en Amérique, il a voulu être enterré au milieu de ses soldats dans le grand cimetière qui est du côté de Luxembourg. Quand le général Macauliffe est revenu, on a fait l'inauguration du monument ici. J'ai vu cet homme pleurer comme un enfant. Ils avaient dit pour 14 visites que c'était la der d'Ader, mais c'est pas encore la der d'Ader. Hein. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas vraiment rigolo. Hein.